Bonjour mes chers amis, vous êtes sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, je vais discuter des événements les plus importants qui ont eu lieu ces dernières heures. Au cours des 24 dernières heures, nous avons eu de très nombreuses mises à jour intéressantes. Alors, commençons et parlons d'abord de l'Ukraine et de Kiev. Nous avons beaucoup de nouvelles informations et la plus importante, c'est que l'administration Biden prépare un envoi supplémentaire de 725 millions de dollars en armes pour l'Ukraine, y compris des mines terrestres, comme l'a rapporté Reuters. Cela signifie que très probablement, d'ici le 20 janvier, les Ukrainiens auront de nouvelles ressources pour attaquer les Russes et se défendre. Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid. Ce jeudi, il a brandi la menace de frapper à nouveau l'Ukraine avec son tout nouveau missile supersonique Oreshnik, parlant même de cible dans la capitale, Kiev. Et dans le même temps, il en a profité pour faire l'éloge du futur président américain Donald Trump, des propos tenus lors d'une conférence de presse en marge du sommet sur la sécurité de l'Alliance des anciennes nations soviétiques qui se déroulait au Kazakhstan. Но по значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника по военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Lors de sa conférence de presse, Vladimir Poutine a également évoqué la mise en place de l'administration Trump. Возможна версия, что они, действующая администрация, хочет создать для будущей дополнительные сложности. Такое тоже возможно. Но насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный. En outre, les pays occidentaux ont rapporté et demandé que l'Ukraine abaisse l'âge de la mobilisation. Les États-Unis font pression sur l'Ukraine et l'armée russe a fait des progrès stables et réguliers à l'Est, commençant à repousser les lignes ennemies. De plus, la mobilisation et l'augmentation du personnel du KSK, Force spéciale allemande, pourraient faire une différence significative. L'administration Biden exhorte l'Ukraine à augmenter rapidement la taille de son armée en abaissant l'âge de la conscription de 25 à 18 ans. Des sources indiquent que l'association de presse et d'autres écrivains confirment cette information. La situation actuelle est donc très difficile à comprendre, car les Ukrainiens, d'une part, demandent davantage d'armes, mais d'autre part, ils affirment qu'il n'y a pas de problème de personnel, seulement un manque d'armement. Parfois, ils disent qu'ils mobilisent des gens sans pouvoir les équiper correctement. Cependant, les Ukrainiens ont récemment commencé à diffuser l'idée que si l'Ukraine veut maintenir le soutien de ses alliés, elle doit commencer le processus de mobilisation et abaisser l'âge de la mobilisation. Voyons ce qui se passera ensuite. Mais je crois que la principale raison de cette réduction de l'âge de la mobilisation réside dans les pertes massives que subissent les Ukrainiens depuis le début de l'opération militaire spéciale. Par exemple, The Economist a rapporté que depuis le début de l'opération, l'Ukraine aurait perdu jusqu'à 500 000 personnes, dont au moins 100 000 soldats ukrainiens sont morts et 400 000 autres ont été grièvement blessés, incapables de continuer à combattre. Ce sont les chiffres fournis par The Economist. En revanche, selon le rapport quotidien du ministère de la Défense, les pertes totales ukrainiennes ont déjà dépassé les 920 000 soldats. Il est donc probable qu'en décembre ou au début de janvier, les Russes franchiront le cap du million de pertes depuis le début de l'opération militaire spéciale. C'est un nombre terrifiant. Jusqu'à 145 militaires ukrainiens tués, des obusiers américains détruits et une avancée stratégique en plein cœur des défenses ennemies. La dernière offensive du groupe de forces Vostok marque une nouvelle étape dans les combats intenses dans l'est de l'Ukraine. Ne quittez pas ce reportage pour comprendre les implications de cette attaque et pensez à vous abonner pour rester informé de chaque développement. Selon un communiqué du ministère russe de la Défense, les unités du groupe Vostok ont progressé profondément dans les positions défensives ukrainiennes, infligeant des pertes importantes. Les combats sont concentrés sur les zones des localités de Razliv et Novoselka, dans la République populaire autoproclamée de Donetsk. Ces localités, déjà théâtre de nombreux affrontements, sont devenues des points stratégiques dans l'échiquier militaire du conflit. Les brigades ukrainiennes impliquées, notamment la 23e brigade mécanisée et la 120e brigade de défense territoriale, ont subi de lourdes pertes.
Le rapport fait état de 145 militaires tués, ainsi que de la destruction de 4 véhicules. L'un des faits marquants de cette offensive est la neutralisation de 2 obusiers M198 de fabrication américaine. Ces pièces d'artillerie lourde, utilisées par les forces ukrainiennes pour des frappes de précision à longue distance, ont été détruites, notamment la capacité de riposte sur le terrain. À cela s'ajoute l'élimination d'un canon des 20 de 152 mm, utilisé pour des frappes d'artillerie soutenues, et d'une station de guerre électronique Bukovel AD. Cette dernière joue un rôle clé dans les systèmes de brouillage et de communication. Ces destructions mettent en lumière l'efficacité des forces russes à identifier et neutraliser les équipements occidentaux intégrés dans l'arsenal ukrainien. Dans le même temps, les forces russes affirment avoir repoussé une contre-attaque menée par un groupe d'assaut des forces armées ukrainiennes. Cette tentative, destinée à reconquérir le terrain et à limiter l'avancée russe, a échoué, renforçant ainsi la position du groupe Vostok dans cette région cruciale. Cette offensive illustre une intensification des combats dans l'est de l'Ukraine, où les deux camps multiplient les efforts pour sécuriser des points stratégiques. Maintenant, passons à autre chose sur le terrain. Selon les informations dont nous disposons, au cours des nuits précédentes, les Russes ont lancé une autre attaque massive, frappant des cibles sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ils ont utilisé un grand nombre de missiles de croisière, de missiles balistiques et de drones. D'après les informations disponibles, les installations énergétiques ukrainiennes ont été particulièrement ciblées. L'Ukraine a été soumise à une répression massive, et cette attaque a été confirmée par le ministère de l'Énergie. Quant aux vidéos des explosions, il semble que nous devrions recevoir des images pendant la journée. Mais pour le matin du 28 novembre, nous avons juste une vidéo montrant le vol de missiles de croisière russes, quelque part à l'ouest, autour de la partie est ou sud de l'Ukraine. 2 missiles de croisière peuvent être vus dans cette vidéo, probablement suivis d'un troisième. Pour l'instant, aucune explosion n'a été confirmée et il est impossible de valider les dégâts que les Russes ont pu causer. Accordons-nous maintenant sur les installations énergétiques. Discutons de la situation sur le terrain. Et d'abord, nous allons parler du sud, la direction la plus proche, notamment du village de Faska. Pendant les 12 dernières heures, nous n'avons pas reçu d'informations supplémentaires qui pourraient confirmer des progrès sur le terrain. L'offensive dans cette zone est très difficile pour les Russes, car, comme nous en avons discuté, les 3 rivières constituent des barrières naturelles qui empêchent les Russes d'agir rapidement. Pour le moment, les Russes parviennent à creuser plus profondément dans la partie sud-est. Actuellement, les Russes tentent de pénétrer dans la zone pour détruire les renforts et les réserves envoyés par les Ukrainiens en direction de Vassilka, dans le but de stabiliser la situation. Quant à la poêle de Stron, les Russes continuent de mener des opérations de déblaiement et d'assaut dans le village d'Ilinka. Aujourd'hui, nous avons eu une autre vidéo. Dans cette vidéo, nous pouvons voir plusieurs chars russes et des tirs d'artillerie ukrainienne, des tirs de mortier et des drones FPV. Les attaques se dirigeaient vers la partie nord de Vanka, et les Russes ont réussi à atteindre les faubourgs de la colonie. Ils ont également réussi à débarquer de l'infanterie sur cette base. Sur cette vidéo, nous avons ajusté la carte, indiquant une petite partie d'Ilinka en faveur des Russes. Toutefois, la présence des Ukrainiens dans le reste du village d'Ilinka et dans le village d'Elizav est encore incertaine. Selon diverses sources cartographiques, ces villages auraient été capturés par les Russes, mais nous n'avons toujours pas reçu de confirmation définitive. Pour l'instant, nous continuons à recevoir des mises à jour indiquant la présence ukrainienne ainsi que l'opération d'assaut russe. Quant à la colonie de Kurakawa, au cours des 24 dernières heures, aucun progrès supplémentaire des forces russes n'a été enregistré. Cela signifie qu'il y a des affrontements très violents en ce moment et que les Ukrainiens ont réussi à introduire des renforts et des réserves supplémentaires dans le but de stabiliser la situation. Le but principal des Ukrainiens semble être de recevoir un paquet militaire supplémentaire pour clarifier les objectifs au plus profond du territoire russe. Peut-être qu'après cela, les Ukrainiens se retireront. Pour l'instant, ce sont des affrontements très lourds. Nous avons reçu une vidéo du village de Base, publiée par la 114e brigade de fusiliers motorisés. Dans cette vidéo, nous voyons de nombreux épisodes d'affrontements sur le terrain. La vidéo,
daté du 27 novembre, montre comment les Russes attaquent les positions ukrainiennes, nettoient les fortifications, et dans la partie finale de la vidéo, un drapeau russe a été élevé dans la partie nord-ouest de la colonie. Sur la base de cette vidéo, nous avons ajusté la carte et marqué le village de Biskin comme étant en faveur des Russes. Toutefois, il reste des doutes sur le fait que les réussi à prendre le bastion de l'entreprise dans la partie ouest de la colonie. Nous devons attendre de nouvelles mises à jour du ministère de la Défense de la Fédération de Russie pour confirmer ou non la capture complète du village de Biskin. En attendant, les Ukrainiens continuent de préparer leur défense dans les villages de Su et de Sank. Actuellement, ce réseau de fortifications est la dernière ligne de défense avant le cœur du pays. En ce qui concerne le secteur au nord-ouest de Petrika, les cartographes pro-ukrainiens estiment que les Russes ont amélioré leur position grâce à une opération offensive réussie, prenant le contrôle de certaines lignes de chemin de fer et se dirigeant vers le village de Shenka. Je vous rappelle que Shenka est un objectif stratégique pour les Russes. Ils prévoient d'attaquer cette colonie en utilisant deux routes d'attaque, l'une longeant les chemins de fer, l'autre passant par le village de Liska pour attaquer le bastion de Shichan à l'est. Dans cette direction, des changements sur le terrain ont été rapportés, basés sur une vidéo publiée par des sources ukrainiennes. Dans cette vidéo, on peut voir un drone FPV ukrainien attaquant l'infanterie russe qui se déplaçait le long d'une réserve d'eau et d'un lac. Voici donc la situation à la fin du 26 novembre et au début du 28 novembre, avec les Russes qui se déplacent en utilisant deux routes d'attaque. Les Russes ont besoin de Shenka pour sécuriser leurs flancs et poursuivre l'opération offensive vers la rivière Dnipro. Nous avons discuté de cette séparation pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, nous avons reçu un rapport. L'Institut d'études de la guerre a également confirmé que le commandement militaire russe prévoit probablement une offensive dans les régions de l'OTAN. L'objectif semble être d'occuper le sud-est de la région afin d'atteindre un objectif stratégique, la capture complète de cette zone humide. Cela a été confirmé par l'Institut d'études de la guerre. Maintenant, parlons de la ville de Tact. Actuellement, la situation est complètement stabilisée par les Ukrainiens qui ont réussi à établir une ligne de défense entre deux points. Cependant, les Russes n'ont pas encore trouvé de solution pour prendre le contrôle des mines ni pour avancer plus au nord-ouest. Pour l'instant, aucun changement notable n'a été observé sur le terrain. La situation à Chersky reste inchangée et il n'y a rien de particulier à signaler. Quant à la direction du flic, c'est la même histoire. Au cours des dernières 12 heures, nous n'avons rien reçu d'intéressant. En ce qui concerne la direction Saint-Pétersbourg, dans la zone K, j'ai reçu une vidéo montrant des Russes en opération de reconnaissance. Ils ont réussi à découvrir deux systèmes de défense antiaérien ukrainiens. En conséquence, une frappe double a détruit ces deux systèmes. Cela indique que les Ukrainiens envisagent probablement de lancer des contre-attaques ou des attaques sur les forces russes, en essayant d'apporter autant d'artillerie que possible pour ralentir la progression des Russes. Nous savons qu'il y a actuellement des affrontements violents pour le village de Sika. Aujourd'hui, nous avons reçu confirmation des cartographes pro-ukrainiens que les Russes ont pris sous contrôle le village de Daria. Cela signifie que si les Ukrainiens confirment cette information, les Russes sont probablement beaucoup plus loin à l'est. Passons maintenant au Moyen-Orient. Nous continuons à recevoir des mises à jour intéressantes sur la situation dans cette région. Selon les informations dont nous disposons, après la signature de l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et les forces israéliennes, ces dernières ont commencé à se retirer vers le sud. Au cours des 60 prochains jours, les Israéliens devraient probablement abandonner leur position dans le sud du Liban. Nous avons commencé à recevoir beaucoup de vidéos montrant les mouvements des forces libanaises vers le sud et l'occupation de nouveaux secteurs sous leur contrôle. Dans l'une de ces vidéos, nous voyons comment quelqu'un a retiré le drapeau israélien du territoire sud du Liban, qui était autrefois sous contrôle israélien pendant la première phase de l'offensive libanaise, ou plus précisément l'opération de sécurisation.
La guerre dans cette zone semble sur le point de se terminer, et une fois que Trump interviendra, la guerre sera probablement complètement finie. Cependant, quelque chose d'intéressant a commencé à se produire dans le nord de la Syrie. En effet, les forces pro-turques ont lancé une opération offensive en direction de la ville d'Alep. Dans le cadre de cette offensive, les forces pro-turques utilisent les mêmes tactiques que celles employées par les Ukrainiens dans la direction Khark. Les forces pro-turques ont réussi à atteindre les abords de la ville d'Alep, un bastion stratégique. Si elles réussissent à prendre cette ville sous contrôle, cela causera des dommages importants à la Syrie et à la région du Nord. Nous recevons beaucoup de vidéos, de mises à jour cartographiques et de photos de drapeaux. Et il est clair que cette opération offensive bénéficie du soutien total des forces turques. L'artillerie turque soutient les militants de Tahrir al-Sham dans leurs attaques contre les positions de l'armée syrienne à Alep. La situation est telle que les forces syriennes n'ont pas montré de résistance significative face aux forces pro-turques et elles se retirent de leur position aussi rapidement que possible. Cependant, ce matin, le 28 novembre, nous avons commencé à recevoir des vidéos montrant l'armée syrienne entrant dans la région d'Alep pour stabiliser la situation et mener plusieurs contre-attaques. L'aspect le plus important de cette situation est que la Syrie se trouve dans la zone d'influence de la Fédération de Russie. Il est donc difficile d'imaginer que les Turcs auraient lancé cette opération en Syrie sans obtenir l'approbation préalable de la Russie. Il y a quelques jours, le 25 novembre, un appel téléphonique a eu lieu entre Poutine et Erdogan. Les dirigeants de la Russie et de la Turquie ont discuté de questions bilatérales, avec un accent particulier sur l'amélioration de la coopération économique. Bien sûr, il est probable que la situation en Syrie ait également été abordée lors de cette conversation. Nous voyons maintenant les conséquences de cette discussion du côté russe. Selon nos informations, les forces russes ont commencé à bombarder et attaquer les forces qui sont entrées dans la région d'Alep. Cependant, jusqu'à présent, ces bombardements n'ont pas produit de résultats significatifs et la situation reste critique. Et c'est tout pour cette courte vidéo. Nous vous rappelons de condamner toute forme de violence dans le monde. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des likes, rejoignez mon Telegram et passez une bonne journée. Au revoir.